Le risque, il est là. On ne va pas le nier et on ne va pas faire preuve de naïveté. Moi, personnellement, et ça a été ma position depuis le début des années 90, j'ai toujours considéré qu'on n'avait pas intérêt à exclure les islamistes du champ politique. Mais dire ça, ça ne veut pas dire que je suis naïf et que j'idéalise les mouvements islamistes. Ils sont porteurs souvent d'une vision totalitaire et en tous les cas, jusqu'à présent, beaucoup de leurs discours ne sont pas pour rassurer. Simplement, en Tunisie, comme en Égypte, ils font partie du paysage politique. Ils vont se présenter aux élections et il va falloir suivre ça de près, sachant que ces partis-là, que ce soit le Nahda ou le parti qui est issu des frères musulmans, il y a une grande différence avec l'Algérie, c'est que justement, eux ont tous en tête ce qui s'est passé en Algérie. Et que c'est vraiment, quand on voit les débats en Tunisie et qu'on voit même les débats en Égypte, c'est vraiment, si vous voulez, c'est un peu le fantôme algérien qui plane. Tout le monde sait que personne n'a intérêt à ce que ça aboutisse à ce que les Algériens ont connu dans les années 90. Donc ça oblige, et c'est intéressant, les partis islamistes à modérer leur discours, à s'engager à ne pas remettre en cause certains principes, notamment le principe d'alternance. Alors, on n'est pas obligé de leur faire confiance à 100%, mais on reste vigilant, mais en même temps, c'est une évolution assez intéressante. Le deuxième point qui pèse dans un sens, je dirais, qui incite quelque part aussi à l'optimisme, c'est que tous ces partis-là, aujourd'hui, ont un référent qui a changé. Si je me souviens de ce qui se disait dans les années 90, quand on se souvient des prêches de certains membres du FIS ou de la mouvance islamiste, hein, on nous parlait du Soudan, par exemple, de Torabi. Aujourd'hui, la référence, elle a changé et elle se situe en Turquie avec un parti comme l'AKP qui est issu de la mouvance islamiste, hein, l'AKP, et qui est pourtant au pouvoir depuis 2003 avec une réussite assez fulgurante, ne serait-ce que sur le plan économique, avec des taux de croissance importants, avec une volonté de s'insérer dans la mondialisation et surtout avec un projet de société qui vise à finalement à faire qui est positif, c'est-à-dire que quand on regarde les textes de l'AKP, etc., ce sont rarement des discours défensifs, agressifs, c'est surtout le bien-être, le matérialisme, etc. Et tout. Bon, ça peut être critiqué ou pas, mais c'est assez intéressant comme attitude. Donc, on est dans une situation qui est totalement différente. Ça ne veut pas dire pour autant que l'affaire est jouée et que si demain les islamistes tunisiens prennent le pouvoir, ils ne vont pas oublier leurs promesses du passé. Simplement, c'est un passage obligé, c'est dans la vie d'un pays, c'est une épreuve de vérité. Refuser de tenter l'expérience au prétexte que ça pourrait mal déboucher, c'est finalement perpétuer la dictature. C'est une question très 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 délicate parce que je pense que d'abord je pense que les conditions sont pas prêtes pour qu'on autorise le retour du fils sur la scène politique, même si on ne peut pas, on ne pourra pas par ailleurs, et c'est la preuve qu'on est quand même dans une situation de blocage. On ne pourra pas faire l'économie d'une réapparition d'un mouvement se réclamant de l'islamisme. Hein. Alors, est-ce que ça s'appellera FIS ou pas? Je ne sais pas, mais ça, tôt ou tard, ça va finir par arriver. Par contre, ça ne doit pas se faire comme ça. Alors, ça ne doit pas. La réintégration des islamistes
dans le jeu politique algérien ne doit, en tout cas les héritiers de l'ex-fils, ça ne doit pas se faire comme ça. Autant je suis très critique à l'encontre du pouvoir algérien, autant je trouve qu'il est en grande partie responsable de ce que nous avons vécu, de ce que l'Algérie a vécu dans les années 90, autant je pense qu'il sera normal que le fils et ses dirigeants fassent leur mea culpa. Que ce soit concernant la période qui a précédé la victoire, leur victoire électorale. Certes, on les a privés de leur victoire électorale, mais leur comportement, leur discours, leur manière de faire dans les mois qui ont précédé, elle est sujette à caution, il faudra qu'ils s'en expliquent. Et puis aussi parce que dans la période qui a suivi l'interruption, donc dans la décennie noire, ils ont aussi leurs responsabilités et on ne peut pas oublier les violences qui ont été commises au nom du fils. Qu'il y ait eu des manipulations ou pas, ça c'est une autre affaire, mais en tous les cas, ils ne sont pas exonérés et je trouve qu'on est allé un peu trop vite justement dans la question du pardon. Parce que décréter un pardon sans que on sache qui a fait quoi, sans qu'on sache, sans qu'il y ait eu par exemple l'exemple d'une commission réconciliation et vérité telle qu'elle a existé en Afrique du Sud, je pense que ça a été une grande erreur parce que ça n'a rien réglé, parce que les inimitiés et les haines sont encore là et que ça ne peut conduire qu'à de nouveaux types de violences. Donc pour répondre en résumé à ta question, dans l'absolu, je n'ai rien contre le retour, l'émergence d'un parti se réclamant de l'islamisme ou du conservatisme religieux ou qui essaierait de reprendre le flambeau d'un courant politique qui existe en Algérie. Cela étant dit, ça ne devra pas se faire comme ça, derrière des manœuvres occultes auxquelles les Algériens n'auront pas été associés et dont les Algériens ne seront pas au courant. Ça doit se faire dans un cadre global d'entrée de l'Algérie dans une transition politique et démocratique avec des règles bien établies. C'est pas parce que il faut pas que le fils revienne dans le champ politique parce que le pouvoir actuel n'a aucune autre idée de la manière dont on peut sortir de la crise. Ça, ce serait inacceptable et ce serait aussi une insulte faite au peuple algérien dans sa totalité. Je l'espère, je l'espère. Elles ont déjà le droit de vote, ce qui est déjà fondamental, et elles ont visiblement bien l'intention de l'utiliser. J'ai vu quelques meetings en Tunisie, mais aussi en Égypte, où je pense qu'il va être très difficile de les faire rentrer dans la rue. Il y a des phénomènes comme ça de féminisation de certains emplois, de certains secteurs de la vie publique et de la vie professionnelle dans les pays arabes qui me font penser que c'est juste une affaire de temps. Que ceux qui pensent que c'est l'homme qui continuera à régner seul dans les sociétés, je pense que cela se trompe, c'est une affaire de temps, ça va finir par s'équilibrer. Alors, c'est pas joué d'avance, ça va être difficile, mais on voit bien qu'on progresse, qu'il y a certains avantages il y a certaines positions qui sont pas remises en cause. J'imagine mal aujourd'hui, en 2011, un pays arabe décrétant le retour des femmes à la maison ou leur expulsion de telle ou telle activité. C'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer, y compris en Arabie Saoudite, où on voit bien que les femmes, elles ont été encouragées par ce qui s'est passé un peu partout. Elles réclament leurs droits, elles veulent conduire des voitures, elles veulent pouvoir voter si demain on organise des élections. Dans d'autres pays du Golfe, il y a des progrès vraiment spectaculaires avec des femmes qui participent à la vie active, à la vie des affaires, à la vie financière. Alors,
Chaque pays a ses traditions, ses mœurs, ça va moins vite chez les uns que chez les autres. Mais je suis optimiste tout en étant vigilant, encore une fois, parce que la réalité, et je pense que c'est même pas une question de religion, c'est une question de socio-culturelle, de société patriarcale où l'homme a toujours fait la loi et qui vivent cette transition de manière très difficile. Je pense que être arabe aujourd'hui, c'est ne plus être passif et avoir compris qu'il y a un cycle historique qui est en train de s'enclencher, qui est peut-être qui n'en est qu'à ses débuts. Et donc ça, c'est fondamental. Dans ce que tu disais au début, en fait, je n'aime pas l'expression révolution des jasmins, parce que pour moi, elle manque de respect aux gens qui sont morts. Hein. C'était pas une balade de touristes, hein, la révolution, enfin la révolte et la révolution tunisienne. Par contre, j'aime bien l'expression printemps arabe parce que elle me fait penser à l'expression printemps des peuples européens en 1848, où une révolution en France a débordé sur de nombreux pays européens, mais mais les objectifs, en tout cas les revendications de ce printemps de l'époque, printemps républicain, hein, la légalité, la liberté, ça n'a abouti finalement qu'un siècle plus tard. Donc, j'espère que pour les Arabes, ça va moins durer, mais c'est surtout, voilà, être arabe aujourd'hui, c'est s'engager dans une dynamique, savoir que le temps de l'humiliation ne peut plus durer, est terminé, que le temps des dirigeants qui nous mettaient leur famille au pouvoir, que ce soit le pouvoir politique ou économique, ça aussi c'est terminé, et que voilà, que la revendication et que le mur de la peur étant tombé, tout est possible, y compris le meilleur. C'est un titre générique qui concerne l'ensemble du monde arabe. Ça va des rives de l'Atlantique, c'est-à-dire le Maroc, jusqu'aux eaux de l'océan Indien, c'est-à-dire le sultanat d'Oman. Il n'y a pas d'approche identitaire là-dessus, et je tiens à insister là-dessus. Je m'en suis déjà expliqué dans un livre précédent. Je considère pour ma part que la majorité du peuple algérien est berbère, et que la différenciation, elle se fait au niveau du langage, de la langue, qu'on peut être berbérophone ou arabophone, mais que le substrat est le même, et que l'anthropologie du Maghreb, elle renvoie inévitablement et de manière incontournable vers la berbérité. Hein. Simplement, j'assume le fait que nous sommes, en tout cas que je suis quelqu'un qui a des identités multiples, c'est-à-dire que une identité c'est pas figé, c'est-à-dire on est berbère arabophone, mais aussi par le biais de l'histoire, eh bien il se trouve qu'on parle français. Certains d'entre nous vivent dans des diasporas à l'étranger, ils ne peuvent pas nier que ça aussi influe sur leur identité et celle de leur descendance. Donc, je préfère insister sur le fait que ce livre est plus orienté sur la dynamique politique des choses que sur une analyse identitaire. Sachant qu'au final, si demain, à Dieu ne plaise, les pays arabes, en tout cas les pays du Maghreb, s'engagent dans une vraie démocratie, je pense qu'à ce moment-là, nos problèmes
identitaires n'auront plus lieu d'être et on aura réglé cette question qui finalement empoisonne beaucoup le climat politique.